Bonjour à tous. La semaine dernière, donc après avoir étudié les multiples portraits que Nehi, donc fils royal et directeur des contrées étrangères méridionales, avait laissés sur différents sites de Nubie, nous avions repris donc l'étude de la documentation relative à Horemheb dans sa période précédant son accès au trône. Et nous avions entrepris d'examiner attentivement une scène d'audience royale, puisque c'était le thème de ce cours, thème d'audience particulièrement fameuse, où Horemheb se trouve représenté en tant qu'intermédiaire entre le couple royal, donc formé par Toutankhamon et Enrésen-Amon, donc malheureusement partie largement détruite de la représentation, et donc intermédiaire entre ce couple royal et la délégation d'ambassadeurs étrangers. Donc nous avions examiné le dispositif spatial de l'audience avec l'utilisation ce qu'on appelle une fenêtre d'apparition, donc mise en place à partir de l'époque amarnienne, qui a remplacé donc le dé, le kiosque habituel sous lequel donc, le pharaon présidait aux audiences jusqu'à la fin de la XVIIIe dynastie. Alors revenons maintenant à la représentation d'Horemheb. Horemheb y est représenté deux fois, donc une fois tourné vers le couple royal, l'autre tourné donc vers ce personnage qui est l'interprète, on le verra tout à l'heure, et donc la délégation d'ambassadeurs. L'interprète, vous voyez, est représenté lui-même deux fois, donc se tournant vers le groupe d'ambassadeurs représenté de manière assez comique, dans un groupe inorganisé. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors la scène, on l'avait effleurée la semaine dernière, est particulièrement évocatrice grâce au chemin de la parole tracé visuellement par la position des mains des personnages que l'on peut suivre en allant d'un côté à l'autre de la scène. Alors il faut restituer la position du pharaon qui s'appuyait donc sur le coussin de la fenêtre d'apparition, mais on voit comment visuellement l'artiste réussit donc à transcrire cet échange verbal qui s'institue entre les ambassadeurs et le roi par le truchement de l'interprète et du haut courtisan Horemheb. Alors ce dispositif du dédoublement des personnages qui permet donc de se tourner d'un côté ou de l'autre des interlocuteurs, c'est un dispositif graphique qu'on retrouve dans d'autres tombes contemporaines. Je pense par exemple à la tombe d'Amenhotep surnommée Wi à Thèbes, la TT40. Amenhotep était vice-roi de Couche sous Toutankhamon. On avait vu la fonction que représentait ce titre de vice-roi de Couche la semaine dernière, donc chargé évidemment de collecter les tribus nubiens. Et donc dans cette tombe, on a des magnifiques représentations, même s'ils sont en grande partie dégradés et doivent être restaurés de ces Nubiens qui sont guidés par l'élite, en quelque sorte, de ces populations et qui apportent donc les richesses de leur pays en Égypte. Alors, dans la scène, même si l'image n'est pas évidemment facile à décoder tant elle est un peu abîmée, mais on a cette double représentation du fonctionnaire tourné d'un côté vers le pharaon
et de l'autre vers les délégations nubiennes. Hein, et donc il joue le même rôle qu'Horemheb dans sa tombe en tant qu'intermédiaire entre ces délégations et le roi. Alors la transmission peut être directe ou à distance en quelque sorte. L'image là nous laisse penser que effectivement la contemporanéité des deux actions n'est pas forcément assurée. Dans une autre scène de la même tombe, alors là je donne l'image de la publication de Davis et Gardiner, on voit de la même façon le personnage, donc d'un côté face aux délégations, cette fois-ci asiatiques, apportant là aussi les richesses de leur contrée, avec des scènes de prosternation que l'on retrouve effectivement aussi dans la tombe d'Horemheb. Et puis, dans la scène face au kiosque, il se trouve face donc, au souverain. Donc là, on est plutôt dans la tradition ancienne thébaine face au kiosque, où donc, il transmet en quelque sorte le bilan de ces richesses collectées auprès des populations étrangères. Donc on retrouve ce même système de dédoublement du personnage intermédiaire entre le roi et les délégations étrangères. Alors en passant, en revenant sur cette scène de l'apport des tribus nubiens à Toutankhamon par Amenhotep, je signale ici cette scène qui est insérée dans l'ensemble, où on voit donc le personnage, on va voir, avec l'or de la récompense autour du cou, hein, donc associant évidemment la collecte de ces tribus nubiens, la collecte fructueuse de ces tribus nubiens avec la récompense qu'il a lui-même autour du cou. On voit qu'il est acclamé hein, à la fois par les délégations, enfin les groupes d'Égyptiens, et puis aussi par les délégations étrangères hein, qui agissent, qui font prosternation devant lui, comme il le ferait devant le pharaon. Donc on a un dédoublement ici de la cérémonie d'honneur accordée aux courtisans, qui ne se limite pas évidemment à l'entourage égyptien, mais qui inclut aussi les délégations étrangères qui sont représentées donc comme associées à cet hommage au personnage. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir cette mise en quelque sorte sur le même plan ici d'un hommage accordé à l'homme de cour, à la fois par côté égyptien et côté étranger. Alors, à côté de la tombe d'Amenhotep surnommée Ouï, on peut citer d'autres exemples du même système de dédoublement du fonctionnaire qui est caractéristique de ces scènes de présentation du tribut nubien, par exemple dans la tombe de Sobekotep, hein, sous le règne de Thoutmôsis IV, à Thèbes, c'est la TT 63. On a la scène qui est reconstituée ici avec le personnage dédoublé face au pharaon, avec la représentation des ennemis soumis aussi sous les pieds du pharaon, et puis les délégations étrangères. Alors vous avez certains fragments de ces peintures qui sont conservés, notamment au British Museum. Donc on a cette très belle scène montrant des Asiatiques se prosternant et apportant divers produits au pharaon. Alors, dernier exemple de ce principe de dédoublement du personnage dans son rôle d'intermédiaire, la fameuse tombe de Ramosé à Thèbes, hein, donc,
la TT 55, qui est souvent citée pour illustrer le passage du style en vigueur à l'époque d'Amenhotep III vers celui de l'époque amarnienne. Donc la carrière de ce personnage s'est étalée sur les deux règnes, et sa tombe témoigne en quelque sorte de la transition stylistique entre les deux. Sur la paroi ouest de cette tombe, on trouve une représentation du couple royal, donc Akhenaton et Nefertiti, entourés de diverses scènes. Donc ils sont dans la fenêtre d'apparition, hein, sous le disque d'Aton. On a dans la partie supérieure scène de récompense de Ramosé, hein, qui reçoit l'or de la récompense. Et puis dans la partie inférieure, on a Ramosé qui est dédoublé. Donc une fois il regarde donc le couple royal, l'autre fois il se tourne cette fois vers deux ensembles de personnages, donc les courtisans égyptiens d'un côté, et ensuite, dans un geste cette fois-ci d'adoration, la délégation étrangère. Donc ici, on retrouve aussi cette différence d'attitude, hein, qui remonte, vous vous en souvenez déjà, à très loin dans l'histoire égyptienne, entre les représentations des courtisans et celles des étrangers. Donc on a ce signe de soumission avec le dos courbé et les bras le long du corps pour les courtisans égyptiens, et ce geste d'adoration pour les étrangers. Donc ici une photo pour vous montrer le détail de cette magnifique représentation, à peine encore esquissée, donc non terminée, dans cette tombe de Ramosé. Donc on le voit, cette mise en graphisme, en quelque sorte, du rôle d'intermédiaire du courtisan entre le roi et les délégations étrangères, est en quelque sorte un topos de ces scènes dans les tombes thébaines de cette époque, et aussi évidemment celles du nord, comme la tombe Menphite d'Horemheb. Alors, jetons un œil sur le texte que prononce Horemheb face au roi, malheureusement aussi en partie fragmentaire. Mot prononcé à Sa Majesté quand sont venus les grands de toutes les contrées étrangères pour réclamer la vie auprès d'elle. Alors ça, c'est une formule classique de soumission, hein, des contrées se réclamant de la protection de l'Égypte. Hein. Ils demandent la vie au pharaon, une formule que l'on retrouve aussi fréquemment dans la correspondance diplomatique. Donc par le prince, le courtisan unique et scribe royal Horemheb, et ensuite on a un texte qui ressemble à une sorte d'hymne royal, venant donc toutes les contrées étrangères, venant de pays que l'on ne connaît pas depuis le temps de Ré, ta renommée retentit dans leur esprit unanimement en ton nom, et ton nom enflamme ceux qui te sont loyaux, car tu es Ré. Bon, texte malheureusement fragmentaire, mais on voit la manière dont on glorifie la personne du roi dans son rôle de domination, hein, des contrées étrangères. Alors on n'est pas là effectivement dans une négociation diplomatique, et d'ailleurs l'image le montre bien. Là on est plutôt dans une affirmation, hein, que pose aussi le courtisan de la puissance royale face à ses interlocuteurs étrangers.
Alors, pour rester sur la figure d'Horemheb, je vous montre une autre paroi de sa tombe, où il est représenté aussi en contact avec les délégations étrangères, où son rôle diplomatique est aussi illustré. Donc c'est une paroi de présentation des tribus étrangers. Il est face à de multiples groupes de représentants, en quelque sorte de prisonniers étrangers, ce qui s'apparente à une présentation de tribus. Et là, on est assez frappé aussi par le soin qui est apporté, ici comme ailleurs, pour figurer les populations étrangères, ce monde cosmopolite qui est véritablement partie intégrante de l'univers d'Horemheb. Il règne en quelque sorte au centre de cette multitude de différents groupes étrangers soumis à son bon vouloir. Et on voit aussi quelques scènes de brutalité aussi qui sont représentées à l'encontre des personnes les plus récalcitrantes, en quelque sorte. Le texte qui est associé à ici la figure d'Horemheb nous renvoie à sa capacité diplomatique qui s'exerçait aussi non pas simplement en Égypte, mais aussi au Proche-Orient et jusqu'à l'Empire hittite. Le texte du bloc ici nous dit, donc je cite la traduction de Bernard Mathieu, l'envoyait-on comme messager royal jusqu'à l'extrémité du lever du globe, qu'il était de retour après avoir triomphé et que sa fortune advenait. Aucun pays ne pouvait résister devant lui, car il les avait dépouillés en l'espace d'un instant. Son nom fut prononcé dans le pays du Hatti, donc les Hittites, quand il s'avança vers le nord, et quand sa majesté fut apparue sur la tribune de présentation des tribus, et que lui furent présentées les tribus du sud et du nord, le prince Horemheb se tint devant le Dieu parfait. Donc ici, on glorifie en quelque sorte les campagnes réalisées par Horemheb dans la région du Proche-Orient et jusqu'à l'Empire hittite. Alors, campagne qui ressemble à une sorte de campagne de militaire, et donc ce qui lui amène évidemment la possibilité de drainer de ces régions moult richesses et moult prisonniers. Mais on a aussi des témoignages, certes discrets, mais réels de l'activité diplomatique d'Horemheb dans le monde hittite, puisque une lettre des archives hittites le mentionne en tant qu'interlocuteur égyptien de premier plan dans les affaires du Proche-Orient. Donc tout ce dossier a été traité par Marc Gabol dans son ouvrage sur Toutankhamon, mais aussi dans un article d'un numéro spécial consacré à Horemheb de l'Égypte, Afrique et Orient. L'identification du nom Horemheb à travers donc, le nom présent sur cette lettre hittite Armaash a été confirmé par Roman Gundaker dans un article de 2023 de Lingua Egyptia. Effectivement, on doutait encore que ce nom transcrit en hittite puisse être vraiment celui d'Horemheb. Il y a des difficultés linguistiques. Gundaker propose en fait que Horemheb soit désigné par un hypocoristique et non par son nom, donc une sorte de surnom raccourci, ce qui était une pratique courante
et qui correspondrait donc à la fois à l'usage des fonctionnaires égyptiens et ce qui confirme aussi qu'Horemheb, au moment où il apparaît dans cette correspondance hittite, au moment de la rédaction des lettres, était encore généralissime et non pas pharaon, ce qui deviendra par la suite. Donc on a, par cette correspondance diplomatique, une confirmation du rôle d'Horemheb qui essaie de gérer les difficiles relations avec l'Empire hittite sur le cas de vassaux qui cherchent à trouver la meilleure position entre les deux grands empires. Alors je n'entre pas dans le détail du dossier qui est extrêmement complexe, je vous renvoie à ces publications de Margabold. Donc, les sources relatives à Horemheb, encore courtisan, nous fournissent l'image d'un homme rompu à la vie politique intérieure comme à la diplomatie extérieure et illustrent de manière assez exceptionnelle cette pratique de la médiation diplomatique qui était son quotidien. Ici, cette scène de la tombe d'Horemheb, où on le voit pratiquer l'échange diplomatique avec les délégations étrangères, est mise en avant, c'est bien parce qu'il s'agissait d'une activité majeure et d'un rôle essentiel dans sa participation à la vie de cour. Alors on va s'intéresser maintenant à cette figure de l'interprète, qui est donc placé à la droite d'Horemheb, de taille inférieure, et qui est également dédoublé. En fait, il est là, et ça semble clair, pour traduire les propos du représentant d'Horemheb, donc qui est représentant du pharaon, vers les délégations étrangères, et en retour traduire ce que disent ces ambassadeurs étrangers vers Horemheb qui transmet ces paroles au pharaon. Alors, c'est une représentation extrêmement rare d'un interprète en action. Le personnage est anonyme et jusqu'à tout récemment, en fait, il n'était pas possible de proposer une identification plausible à partir de la documentation disponible. Mais une publication toute récente, puisqu'elle date de 2025, est venue apporter un élément essentiel. Il s'agit d'un article donc, signé par Mohamed Youssef et Nico Staring, qui est paru dans le BIFAO 125 et qui est intitulé Tutankhamun's Interpreter of Babylonian, Pakana and his Memphite Tomb Stela in Context. Et cette étude fournit la publication d'une stèle d'un certain Pakana qui a été donc découverte lors de fouilles menées par une mission égyptienne dirigée par Zahi Hawass dans le secteur situé au nord de la pyramide de Téti à Saqqara. Nous avions vu donc la semaine dernière que dans cette zone se sont installés au Nouvel Empire, juste après donc l'abandon de la capitale amarnienne, un certain nombre de fonctionnaires de rang moyen et des artistes aussi affiliés donc à la couronne, notamment des orfèvres, des fabricants de feuilles d'or, de lapis-lazuli, de chars. Et ce cimetière, donc associé à la pyramide de Téti, fait en quelque sorte pendant à celui qui est donc 1 kilomètre plus loin, donc au sud de la chaussée d'Ounas, a accueilli les sépultures de l'élite donc de cette période contemporaine du règne de Toutankhamon, notamment donc la tombe d'Horemheb qui nous intéresse ici. Alors dans ce cimetière associé à la pyramide de Téti, une tombe
a été fouillé avec une superstructure en briques où se trouvait une stèle qui était donc initialement donc disposée dans cette chapelle en briques crues qui adopte une forme de naos. Alors, il faut être bien conscient que les archéologues égyptiens n'étaient pas les premiers à fouiller ce secteur, qui avait très probablement déjà été largement exploré au XIXe siècle, car une inscription au nom d'un pacarou qui est identifiable au père du propriétaire de la stèle qui est présente ici, donc une inscription au nom de ce pacarou avait déjà été vue au XIXe siècle par Lepsus chez un antiquaire kérote, donc ce qui montre que le secteur a très probablement été largement déjà exploité. Alors par cette stèle, on apprend que un certain Pakana, qui était probablement d'origine non égyptienne, son père portant le nom de Kania, alias Pararou, le Syrien, eh bien, ce Pakana porte les titres d'interprète du maître des deux terres et d'interprète de la langue de Sangar, c'est-à-dire Sangar, ça désigne la Babylonie, et ce titre d'interprète de la langue de Sangar est pour la première fois attesté sur ce monument. Alors évidemment, je vous renvoie pour le commentaire détaillé à l'article de Youssef et Staring, mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est que les deux titres renvoient à des compétences qui sont précisément illustrées par l'interprète associé à Horemheb dans la scène d'audience des ambassadeurs. Donc il est interprète des ambassadeurs du Proche-Orient, d'une part, capable de transcrire leur message du babylonien vers l'égyptien, et il est interprète de Pharaon, capable, donc en sens inverse, de traduire les propos du Pharaon vers le babylonien. Alors cette stèle, elle peut être datée sur des critères stylistiques du règne de Toutankhamon, et donc il est donc très tentant de voir en Pakana l'interprète représenté dans la tombe d'Horemheb. En tout cas, c'est le profil adéquat pour ce genre de fonction. Alors pour terminer l'analyse de cette scène, jetons un œil sur la représentation des ambassadeurs, les 9 ambassadeurs étrangers, qui montrent différentes physionomies, certains d'apparence syrienne, d'autres d'apparence libyenne, donc 7 Syriens, 2 Libyens, si on en croit donc les figurations. Mais vous voyez aussi qu'ils ont des attitudes très diverses, les uns étant debout, les bras vers le ciel, les autres étant en prosternation, d'autres étant couchés sur le ventre et même certains couchés sur le dos, le tout constituant un effet d'entassement caricatural. Ces attitudes, prises en séquence, forment en quelque sorte une illustration du protocole, de l'étiquette respectée devant le pharaon, qui est reflétée notamment dans les lettres d'Amarna. Donc, toutes ces formules ont été étudiées en détail par Hélène Morris, dans un article où elle s'intéressait justement à ces attitudes de déférence des correspondants du pharaon. Ça s'intitule « S'incliner et ramper dans le Proche-Orient ancien, une enquête sur la servilité dans les lettres d'Amarna », paru en 2006. Et donc,
vous avez ici sur la diapositive quelques-unes des introductions ou conclusions de lettres qui expriment ces attitudes. Message de X, votre serviteur, la poussière à vos pieds et le sol que vous foulez, la chaise sur laquelle vous vous asseyez et le repose-pied à vos pieds. Donc ça, c'est de la déférence. Message de X, votre serviteur, et la boue sous vos pieds, un chien de la maison du roi, mon seigneur, etc. Message de X, votre serviteur, je suis la poussière sous les sandales du roi, mon seigneur, et le roi est le soleil éternel. Message de X, le souverain de votre serviteur, la poussière sous les pieds du roi, mon seigneur, mon Dieu, mon soleil, le sol qu'il foule. Et enfin, en vérité, je me prosterne aux pieds du roi, mon seigneur, le soleil du ciel, 7 fois et 7 fois à plat ventre et sur le dos. Donc là, on a une image très claire de la représentation de ces ambassadeurs. Donc ce n'est pas simplement une image, disons, amusante de cet ensemble de représentants des pays étrangers montrant leur respect à Pharaon. Cela transcrit aussi une phraséologie courante dans la correspondance diplomatique, les échanges diplomatiques avec Pharaon. Alors Hélène Morris a cherché à établir des corrélations en fait, entre le degré d'obséquiosité reflété dans les formules adressées au pharaon et la situation de vassalité plus ou moins grande du correspondant, donc qui est liée généralement à la position géographique du territoire concerné, évidemment les royaumes du Sud étant plus dépendants et les royaumes du Nord étant moins dépendants. Et donc, elle conclut que la nature de la prosternation imaginaire du vassal devant le pharaon, tel qu'il est transcrit dans la lettre, est l'une des caractéristiques les plus importantes qui distinguent les introductions utilisées par les vassaux de la frontière nord de celles que l'on trouve dans l'ensemble du corpus. Donc, la grande majorité des individus écrivant à l'Égypte affirment se prosterner 7 fois et 7 fois devant les pieds du roi égyptien, mais seuls les souverains de la frontière nord et des montagnes de Canaan se prosternent simplement aux pieds du pharaon, ou ne se prosternent que 7 fois. Et elle remarque aussi que le fait d'échanger des vœux avec le pharaon et sa famille, on l'avait vu à l'occasion de la correspondance entre Ramsès II et les Hittites, on s'enquiert de si le pharaon va bien, si son épouse va bien, si les enfants vont bien, etc. Donc ce type d'échange, en fait, est réservé à des entités dont le degré de vassalité est plus faible, et sinon c'est uniquement avec les grands rois des puissances qui font en quelque sorte jeu égal avec l'Égypte. Donc on a quelque chose qui est extrêmement codifié dans cet usage des marques de déférence qui correspond réellement à une étiquette stricte qu'il importe de respecter pour poser les bases d'un échange constructif avec le pharaon, et le non-respect de ces marques protocolaires amène nécessairement une dégradation des contacts entre l'interlocuteur et le pharaon. Donc, si l'on veut donc synthétiser nos remarques sur cette scène de réception des ambassadeurs étrangers à la cour de Toutankhamon, donc en présence d'Horemheb, on a certes une représentation extrêmement codifiée, on a vu que ça reprenait des structures habituelles dans d'autres représentations, mais elle est en tout cas extrêmement évocatrice de la vie de cour à cette époque et du rôle d'intermédiaire
obligée que joue Horemheb dans le fonctionnement des relations internationales sous le règne de Toutankhamon. En quelque sorte, même si on aimerait avoir des détails du fonctionnement quotidien de ces échanges diplomatiques, on les a là illustrés de manière certes conventionnelle, mais laissant poindre en quelque sorte un pittoresque qui est rarement présent dans d'autres types de scènes, avec notamment la présence de l'interprète, rouage essentiel dans ce fonctionnement quotidien des échanges diplomatiques. On le voit aussi, la représentation de l'étranger dans ce contexte d'audience de cour répond à une volonté certaine de marquer une supériorité égyptienne patente, donc, qui amène le rendu caricatural des ambassadeurs. Et il est très clair qu'on ne trouvera pas, ou quasiment jamais, dans la documentation égyptienne, de scènes où le pharaon se présente finalement dans une situation d'égal à égal avec un autre représentant étranger. Alors avant de passer au point suivant, je voudrais donner quelques références complémentaires sur la question des audiences royales qui nous a occupés. Alors c'est un sujet très vaste qu'on n'a pas pu traiter systématiquement, mais vous trouverez une synthèse extrêmement riche dans l'article d'Andrea Gniers qui s'intitule « In the King's House, Audiences and Reception at Court », dans un volume publié par Gundlar et Taylor sur les résidences royales en 2009. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet article, c'est qu'Andrea Gniers va mettre en contrepoint, en quelque sorte, les sources commémoratives qu'on a largement utilisées, les inscriptions royales ou privées, et d'un autre côté, les sources littéraires qui donnent une image complètement différente du ressenti de ces audiences royales. Et l'auteur souligne donc qu'à côté de la représentation idéalisée des audiences royales, qui sont par exemple centrées dans l'Aconix Novellae, on l'avait vu, sur la mise en scène du succès de la décision royale, ou dans les monuments de particuliers sur la récompense accordée aux courtisans méritants, eh bien, à côté de ces représentations idéalisées, il existe des évocations beaucoup plus dramatiques du déroulement de ces audiences dans les textes littéraires. Alors, je ne vais pas reprendre tous les exemples. Vous pensez évidemment, on l'avait vu au Moyen Empire, au roman de Sinoué, avec le retour de Sinoué à la cour, qui est marqué par une forte tension, où il est apeuré de se retrouver face au pharaon pour recevoir en quelque sorte son pardon et être réintégré à la cour. On pense à ce célèbre conte du naufragé qui, dans le récit cadre qui entoure la narration de l'épisode où un naufragé va se retrouver sur une île perdue face à une créature fantastique qui va lui-même lui raconter une histoire. Eh bien, en fait, dans le récit cadre de cette narration, on a un échange avec un courtisan qui rentre de mission et qui est absolument terrorisé de devoir faire état des résultats de cette expédition qui s'est visiblement assez mal passée devant le pharaon donc le lendemain, au point qu'il voit, en quelque sorte, il entrevoit son dernier jour arriver. Il y a un autre texte que signale Andrea Gniers, qui est un texte du Nouvel Empire, cette fois-ci le papyrus scolaire, conservé à Berlin, qui concerne une audience de présentation du tribut nubien, comme on l'a vu tout à l'heure, ou comme on l'avait vu avec
les documents relatifs à Néhi la semaine dernière. Ce texte du papyrus Köhler appartient au genre des miscellanées, caractéristiques de la littérature des scribes du Nouvel Empire, et il contient en fait 4 textes incluant sous forme de fiction épistolaire des listes lexicales ou des exhortations aux scribes. Alors, dans le 3e texte contenu dans ce papyrus, qui nous intéresse ici, l'auteur va exhorter son interlocuteur à travailler consciencieusement à la préparation des biens en vue de la présentation du tribut nubien au roi. Donc c'est la mise en scène que l'on a vue tout à l'heure, où il s'agit de faire défiler l'ensemble des produits qu'on a collectés et les présenter solennellement au roi qui doit exprimer ou non sa satisfaction. Et donc dans ce papyrus scolaire, on a une liste lexicale de tous les produits qui sont inclus dans ce tribut nubien. Et puis à la fin, donc l'auteur invite son interlocuteur à se remettre dans l'esprit le caractère solennel et intimidant de l'audience. Souviens-toi du jour où tu remets le tribut tandis que tu passes devant le roi sous la fenêtre d'apparition. Donc on retrouve le dispositif de l'audience royale, donc qui est ici la séchède, la fenêtre d'apparition. Les courtisans se tiennent de part et d'autre devant Sa Majesté. Donc ici on a une indication du dispositif spatial de la cérémonie, avec donc chacun se tenant selon son rang de part et d'autre du pharaon. Les grands qui ont été dépêchés de chaque pays étranger sont là, émerveillés à la vue du tribut. Donc on évoque en parallèle aussi ces délégations étrangères à côté des courtisans. Tu trembles de peur, tes mains sont tout à fait fébriles, tu ne sais pas si la mort ou la vie t'attendent, et tu adresses avec passion une prière à tes dieux, « Sauvez-moi, laissez-moi être en sécurité cette fois-ci ». Il y a un côté un peu satirique, évidemment, aussi dans le texte, qui joue sur les sentiments de l'interlocuteur, mais on a en tout cas ici une évocation rare et saisissante de l'émotion que suscitait chez ceux qui sont amenés à la cour l'évaluation, quelque peu forcément arbitraire, de leur mérite par le roi qui n'a apparemment rien d'autre qu'un droit de vie ou de mort sur celui qu'il reçoit. Alors évidemment, ça peut être aussi une mort sociale, une mort symbolique, mais on voit en quelque sorte ici le caractère extrêmement émotionnel de ces épisodes d'audience à la cour. Alors, André Agniers note aussi l'importance qui est conférée à la présence des représentants étrangers qui sont mentionnés dans le texte. On retrouve exactement ce que l'on a dans les représentations des tombes thébaines qu'on avait vues tout à l'heure, donc à la fois courtisans et ambassadeurs étrangers qui forment deux groupes homogènes mais qui sont finalement associés au moment de l'audience. Alors, une autre référence complémentaire pour terminer, c'est un colloque qui a donné une publication en 2007, l'audience rituelle et cadres spatiaux dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge, qui offre une approche de ce rite social dans différents cadres, monde biblique, Mésopotamie, monde homérique, Grèce classique et hellénistique, monde romain, Antiquité tardive, au Moyen-Âge musulman et occidental. Et donc là, on a différentes contributions autour de l'organisation de ces audiences qui donnent aussi des parallèles et qui permettent une approche comparatiste de ce qui se passe en Égypte. Je vous renvoie particulièrement à la contribution de Francis Johannes dans ce colloque sur le rituel de l'audience en Mésopotamie au premier millénaire avant notre ère, qui commente notamment certaines représentations de la cour assyrienne. Vous voyez que finalement, on n'est quand même pas très loin
de l'apparence de ces scènes de cour que l'on a en Égypte. Alors, il note par exemple ici, sur ces scènes de la cour assyrienne, qu'il y a une certaine diversité des attitudes. Donc, on a effectivement face au roi un personnage qui se prosterne, mais un autre qui est représenté debout, levant le bras. Donc il y a une hiérarchisation effectivement des attitudes selon le rang des personnages. Alors ce qui est particulièrement aussi intéressant dans l'approche de Francis Johannes, c'est qu'il évoque le rôle de la correspondance dans le dispositif de cour, en précisant que dans la cour assyrienne, une grande partie des contacts avec le souverain ne se réalise que par l'écrit. Donc, je le cite, « Ce passage, en quelque sorte obligé pour instaurer un lien avec le roi, fait que les lettrés, qui sont ceux qui maîtrisent le mieux son utilisation, ont mis sur pied un véritable discours courtisan. » Donc, c'est un discours qui a été étudié notamment par Pierre Villard dans sa thèse. On y trouve une solennisation renforcée des rapports avec le roi, des protestations de fidélité confinant souvent à l'exagération. Donc ça nous amène à quelque chose que l'on sera amené aussi à étudier un peu plus tard dans le cours, c'est-à-dire le rôle de cette correspondance qui se substitue en quelque sorte à l'échange verbal et qui devient en quelque sorte un vecteur privilégié de la négociation, donc avec l'étranger évidemment, mais aussi même de la relation entre le roi et ses courtisans. Et on a plusieurs exemples dans le domaine égyptien de lettres envoyées par le pharaon à ses courtisans pour le récompenser ou pour lui donner certains conseils qui sont ensuite en quelque sorte pérennisés sous forme de monuments, de stèles ou de représentations pariétales. On avait déjà ce cas-là à l'Ancien Empire. Donc cette relation épistolaire dépasse le cadre simplement de la communication courante entre le roi et sa cour, mais se charge en quelque sorte d'une valeur supplémentaire, devient en quelque sorte une sorte de genre en soi qui acquiert aussi un prestige particulier. Alors, Johannes montre aussi que, en fait, ce développement de la correspondance à l'époque assyrienne et de ce discours courtisan intervient dans un contexte où le roi s'entoure d'une sorte de cabinet fermé en quelque sorte, et le rôle d'intermédiaire que jouent certains hauts courtisans entre le roi et le reste de l'administration et même de l'ensemble des sujets du roi, isole en quelque sorte le souverain et crée en quelque sorte un fonctionnement particulier où justement cette correspondance permet de franchir la limite qui est imposée par cette protection rapprochée des hauts courtisans autour du roi. Donc voici pour l'analyse de l'audience royale et en s'intéressant particulièrement à la réception des ambassadeurs étrangers dans la tombe d'Horemheb. On va s'intéresser plus particulièrement maintenant à la correspondance diplomatique, sa nature et la manière dont elle est produite ou reçue à la cour en lien avec certains courtisans qui occupent
un rôle privilégié dans leur gestion. Alors, cette correspondance diplomatique, nous l'avons déjà évoquée de manière générale pour le Nouvel Empire égyptien lors du premier cours, en présentant le corpus des tablettes d'El Amarna, donc qui est capitale de l'Égypte pendant l'épisode amarnien, et puis en présentant le corpus ici, issu de Hattusha, donc capitale de l'Empire hittite, où des lettres échangées avec Ramsès II et son entourage ont été retrouvées. Alors on va revenir plus systématiquement ici sur l'ancrage de ces correspondances diplomatiques en Égypte pendant le Nouvel Empire, en s'interrogeant sur le positionnement des chancelleries diplomatiques au sein de ces capitales. Alors j'évoque les capitales égyptiennes, mais évidemment on peut s'interroger d'abord sur la notion même de capitale. Qu'est-ce qu'une capitale? Ça ne va pas forcément de soi dans l'Égypte antique. Dans l'acception moderne, c'est la ville principale d'un État, d'une province, d'une étendue de pays, qui est donc le siège d'un gouvernement ou de l'administration centrale. Et on peut même parfois employer donc métonymiquement ce terme pour désigner le gouvernement d'un pays même. On va parler dans la presse des réactions des capitales occidentales pour désigner les pays. Mais tout au long de l'histoire de l'Égypte, ce qu'on a pu appeler capitale du pays est d'une nature fluctuante. On notera en passant d'ailleurs que c'est toujours une question d'actualité, car le projet du pouvoir égyptien en place actuellement est précisément de transférer la capitale de l'Égypte dans une nouvelle ville, à peu près à mi-chemin entre le Caire et la mer Rouge, donc dans un lieu qui s'appelle la nouvelle capitale administrative, pour l'instant. Et dans la Cité des Arts de cette ville a été construit d'ailleurs un musée intitulé le Egypt's Capitals Museum, qui retrace l'histoire des capitales égyptiennes de l'époque pharaonique jusqu'à nos jours. L'idée, c'est de montrer que la capitale de l'Égypte a constamment bougé entre Memphis, Amarna, Alexandrie, etc., Phostat. Et donc, il y a une sorte de réflexion sur la mobilité de ces capitales en Égypte. Alors on le voit même, donc, cette notion de capitale est fluctuante, a fortiori parce qu'on est à l'époque antique dans une théocratie où s'ajoute une dimension théologique qui confère à certaines villes un statut éminent. Comme le rappelle donc Sylvie Coville dans un article intitulé « Les trois capitales Osiris, le roi », donc qui est paru dans la revue d'égyptologie 61, eh bien, on a trois villes, Memphis, Héliopolis, Thèbes, qui vont demeurer tout au long de l'histoire égyptienne des villes monarchiques et qui peuvent prétendre à ce titre au nom de capitale. Le rite de l'investiture royale va s'y dérouler, comme celui d'ailleurs de l'inscription du nom du pharaon sur l'arbre Ished. Vous connaissez ce rite caractéristique de la royauté égyptienne où les dieux viennent inscrire sur les feuilles de l'arbre sacré Ished à Héliopolis le nom du pharaon. Et dans cette stèle au nom de Ramsès IV, qui a été usurpée ensuite par Ramsès VI à Karnak, qui est intégrée au mur de la cachette de Karnak, on a le récit de cet établissement de la titulature de Ramsès IV, et donc l'inscription de son cartouche sur les feuilles de l'arbre Ished. Eh bien, il est dit que
le rite va d'abord être réalisé à Héliopolis, puis à Memphis, puis à Thèbes. Donc on cherche ici à multiplier le rite dans 3 capitales religieuses de l'Égypte pour bien l'ancrer en quelque sorte dans la réalité du pouvoir et conférer à Ramsès IV une sorte d'universalité, d'autorité sur l'ensemble de l'Égypte. Alors si l'on cherche maintenant à revenir à un point de vue un peu plus concret, une réalité administrative avant tout, on peut revenir à une définition de la capitale qui est pragmatique, comme le fait par exemple Geoffrey Martin, qui s'intéresse à cette notion de capitale au Nouvel Empire, et qui dit simplement que la ville principale de résidence ou capitale peut être définie comme le lieu où le roi, ses courtisans et ses principaux fonctionnaires avaient établi leur quartier général plus ou moins permanent, ce qui nécessitait un vaste complexe de palais, de bâtiments administratifs, d'entrepôts et autres. Alors même si les vestiges en sont faiblement conservés, la ville qui apparaît être la capitale administrative de l'Égypte durant la XVIIIe dynastie est Memphis, et pour Geoffrey Martin, c'est absolument évident que Memphis doit porter le titre de capitale administrative de l'Égypte pendant la XVIIIe dynastie, et pour le prouver, il s'appuie sur des critères essentiellement prosopographiques en étudiant les titres portés par les dignitaires enterrés localement, donc dans la région Memphis, à Saqqara, par comparaison avec Thèbes et Amarna. Et pour lui, il apparaît que les fonctions vitales de l'État sont représentées essentiellement dans la prosopographie des Memphites et beaucoup moins ailleurs. Alors, un autre point qu'il faut prendre en compte et que souligne aussi Geoffrey Martin, c'est que finalement, cette notion de capitale, elle est un peu affaiblie dans la perspective égyptologique à partir du moment où la cour était extrêmement mobile. Et donc, ce qui est dans un contexte antique et médiéval, pour lui, la capitale, c'est avant tout le lieu où se trouvait le souverain lorsqu'il parcourait son royaume. Et donc, puisque le roi avait à voyager très fréquemment, eh bien, cette capitale pouvait aussi voyager avec lui. Alors, en affirmant cela, il disait qu'il y avait finalement très peu de documents, malheureusement, pour prouver cela. Cela, quand même, a été repris et développé par Frederick Hagen dans un article de 2016, précisément dans les mélanges offerts à Geoffrey Martin, On some movements of the royal court in New Kingdom Egypt, où donc Frederick Hagen a collecté un certain nombre de documents administratifs qui permettent de suivre la présence du pharaon en différents endroits au Nouvel Empire. Et précisément, Frederick Hagen souligne la très grande mobilité de ces pharaons du Nouvel Empire, accompagnés d'une suite ou d'une cour. Alors, il y a certes les expéditions militaires, qui sont à considérer à part, mais il y a évidemment les visites religieuses et cultuelles dans les temples majeurs et mineurs, principalement en relation avec les fêtes ou l'installation de statues cultuelles, l'inspection des travaux de construction, y compris dans les carrières et les mines d'or, et puis aussi l'aspect finalement
plaisirs, hein, les excursions de pêche et de chasse que menait le pharaon, notamment dans l'oasis du Fayoum. Donc on a une très grande mobilité de la cour égyptienne qui, à chaque fois, redéfinit son espace, à chaque fois qu'elle s'installe dans un lieu différent. Et on peut considérer aussi que le protocole de la cour, c'est précisément ce qui permet de réorganiser à chaque fois la cour dans les différents contextes où elle s'installe. Effectivement, dans un palais, chacun peut occuper la place qui lui est généralement assignée, mais dès que la cour est en déplacement, il faut veiller très précisément à ce que chacun réoccupe la place qui lui est assignée selon son rang. Et on voit par exemple dans les mises en scène de la cour lors des représentations de fêtes Sed à Thèbes, dans la tombe de Rérouef, que celui-ci insiste énormément sur le fait qu'il était vigilant à ce que chacun occupe son rang. Hein, on l'avait vu à travers donc, les reliefs de cette tombe, parce que justement la cour en déplacement a besoin d'être constamment redéployée selon les principes codifiés de l'étiquette pour qu'elle fonctionne en quelque sorte de manière normale. Alors comme la cour était en constant déplacement, les scribes de l'administration étaient tenus de consigner au moment de la rédaction de leurs documents le lieu de séjour de Pharaon, et c'est là une des pistes que suit Frédéric Hagen dans cet article, donc pour pouvoir garder mémoire du déroulé de certaines opérations et pouvoir aussi gérer l'organisation de leurs archives. Alors on a une série d'exemples très clairs de ce type de pratique dans les lettres d'Amarna, donc ces tablettes écrites en cunéiforme portent parfois sur la tranche ou sur le revers des inscriptions en hiératique qui ont été ajoutées à la réception de la tablette en Égypte par les scribes égyptiens, donc à l'encre. Donc il y a une quinzaine de tablettes qui portent ce type d'inscription. On devait en avoir évidemment beaucoup plus, hein, mais bon, les conditions de transport des tablettes, l'usure des tranches a fait que nombre de ces indications ont dû être effacées pendant le transport ou la manipulation. Alors il y a plusieurs catégories d'indications. Je ne traite ici que celles qui sont relatives à l'origine ou modalité de réception de la lettre. Expéditeur, messager ayant apporté la tablette, destinataire, date d'arrivée et lieu dans lequel elle a été reçue. Alors pour le détail, je vous renvoie à un article que j'avais coécrit avec Philippe Abrahami sur ces pratiques d'archivage et usage de l'archive à Amarna en 2008, et à l'article de Frédéric Hagen cité précédemment. Un exemple de ces notations, sur la tablette EA27, une lettre de Tushratta à Amenhotep IV concernant des statues d'or qui n'ont pas été envoyées. Le scribe donc a ajouté sur la tranche, en 2, premier mois de la saison Pérette, le xème jour, alors que alors c'est une façon de dire le roi, se trouvait à Thèbes, dans la résidence de l'exalté dans l'horizon, c'est un palais royal à Thèbes près du temple d'Aton. Exemplaire de la lettre du Naharina qu'ont apporté le messager Pirisi et le messager, le deuxième nom étant Lacune. Donc on voit que le scribe consignait la date de réception de la lettre apportée par les messagers, ce qui est aussi d'ailleurs une pratique attestée pour les lettres égyptiennes. On a des exemples. Mais il notait aussi le lieu où se trouvait le pharaon au moment de la réception de la lettre, en l'occurrence ici à Thèbes. Alors le fait que cette lettre se retrouve ensuite au milieu des archives d'Amarna montre que ces documents étaient ensuite centralisés dans les archives diplomatiques du royaume, donc dans la chancellerie à Amarna.
Même si la cour est mobile, évidemment, la gestion des affaires diplomatiques implique nécessairement, d'une part, une certaine centralisation de cette gestion, qui devait se faire à proximité du lieu le plus habituel du séjour de la cour et des membres éminents qui y participaient. Et d'autre part, donc cette mobilité impliquait qu'on garde trace du moment où la lettre avait été reçue et communiquée au pharaon. Par ailleurs, on a vu que certaines lettres étaient adressées non pas directement au roi, mais à certains membres éminents de la cour, comme la reine Tiye ou le courtisan Toutou, qui sont censés intercéder auprès du pharaon Akhenaton. Donc il était nécessaire, en quelque sorte, de conserver une gestion globale de l'ensemble de ces lettres. On l'a vu que toutes ces lettres étaient ensuite centralisées dans l'archive d'Amarna. Autre point essentiel, les lettres n'étaient pas ensuite conservées de manière uniquement comme archives mortes dans la chancellerie égyptienne, mais elles servaient de documents de référence dans la gestion de la relation entre l'Égypte et ses vassaux ou les grands empires. Il y a de très nombreuses lettres envoyées par les correspondants du pharaon qui lui demandent d'aller se référer à des tablettes envoyées précédemment pour comparer en quelque sorte soit ce qui avait été fait dans les règnes précédents, soit les engagements qui avaient été pris auparavant, soit encore en témoignage d'une fidélité constante du vassal envers l'Égypte. Donc on a en quelque sorte dans cette gestion des tablettes aussi la gestion d'une mémoire politique qui permet le suivi des relations diplomatiques sur la longue durée avec les différents interlocuteurs de l'Égypte. Ce qui nous amène quand même à considérer, puisque ces archives se sont retrouvées centralisées à Amarna, qu'Amarna a joué, donc Akhetaton, a joué un rôle de capital sur le plan diplomatique. Ça amène un peu à mettre quand même en perspective l'opinion de Geoffrey Martin, évoquée plus haut, qui affirme que Memphis est restée la capitale administrative de l'Égypte, même pendant l'épisode amarnien. Certes, un certain nombre de hauts gestionnaires étaient basés à Memphis, mais on ne peut pas nier qu'il y avait une certaine centralité d'Amarna sur un plan géopolitique en lien avec, évidemment, le déploiement des cérémonies de cour, la réception des délégations étrangères. Et tout récemment même, on a développé l'idée, notamment c'est la thèse de Federico Zangani, que Amarna s'inscrivait aussi dans le développement des cités globales. Un article apparaître dans le JEA qui s'intitule Amarna in Global History and as a Global City. Donc on n'a pas ici simplement une ville qui se voudrait une création religieuse servant le culte d'Aton, mais on a aussi une ville qui se veut ouverte vers l'extérieur en centre d'empire, qui donc joue son rôle plein et entier d'un point de vue diplomatique. Donc si d'un côté on met, si on met de côté Thèbes, qui semble avoir été peut-être trop excentré du théâtre des opérations internationales pour jouer le rôle de capitale, et le fait qu'on indique que la lettre, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, a été reçue à Thèbes, montre qu'on était dans un contexte particulier qu'il fallait signaler et que ce n'était pas l'endroit habituel de réception de la correspondance diplomatique. Donc si on met de côté Thèbes, il nous reste en fait trois grandes cités
qui ont joué un rôle de capitale diplomatique pendant l'époque amarnienne. Memphis, bon, c'est probablement le théâtre de la scène d'audience de Toutankhamon et Horemheb qu'on a vu tout à l'heure, mais malheureusement, on a très peu de données sur cette dimension. Amarna, on va le voir à l'instant, et Pi-Ramsès, donc qui devient la capitale de l'Égypte à l'époque ramesside. Donc sur ces deux dernières villes, Amarna et Pi-Ramsès, nous avons des renseignements plus précis sur l'implantation de la chancellerie diplomatique dans la cité. Alors je passe assez rapidement sur Amarna, puisque c'est des choses qui sont très bien connues. On a pu localiser, avec les fouilles menées par Petrie et Pendlebury, le bâtiment qui servait de lieu de stockage des archives diplomatiques. D'une part, il est fait avec des briques estampillées qui portent l'inscription hiéroglyphique « La place de la correspondance de Pharaon, vie, santé, force ». Donc on sait que c'était le lieu de stockage de cette correspondance diplomatique. D'autre part, des tablettes ont été retrouvées dans ce bâtiment, avec même dans un cas la possibilité d'un raccord avec une tablette qui avait appartenu au lot issu des fouilles clandestines de 1887. Et donc on peut être assuré que ce bâtiment, situé donc dans la ville d'Amarna, était le lieu de stockage et probablement de rédaction aussi des lettres de la correspondance diplomatique. Alors, on signalera que le positionnement de ce bâtiment, ici, Records Office, est particulièrement stratégique par rapport au palais royal et à la maison du roi, et donc on est à proximité directe de ces grands édifices où, très probablement, le pharaon avait à mener ses audiences royales. Donc si on regarde ce qui se passe dans le Grand Palais, on a en connexion directe avec la salle du trône ce qui est probablement un dispositif de fenêtre d'apparition, donc qui a dû servir à des audiences royales. Dans le palais royal lui-même, ce qu'on appelle King's House, évidemment la vocation de ces édifices n'est pas entièrement définie dans tous ses aspects, mais on a donc ici, alors le petit carré jaune à glisser, donc il faut le mettre ici, on a une estrade qui permettait là probablement aussi une démonstration, une audience, performance royale, avec à la base des représentations des peuples étrangers en adoration. Donc là, c'est un des dispositifs qui existait pour probablement la réception des délégations étrangères sans qu'on puisse en dire plus. En tout cas, bon, il y a de multiples possibilités, mais ces structures étaient disposées non loin de la place de stockage de la correspondance diplomatique, ce qui permettait donc des connexions directes entre les lieux d'audience et l'archivage de cette correspondance. Alors pour ce qui est de Pi-Ramsès, maintenant, qui est peut-être un site un peu moins connu, qu'en est-il de la chancellerie qu'on peut situer dans ce lieu? Alors, présentons d'abord le site de Pi-Ramsès dans la partie orientale du delta, donc à proximité immédiate d'Avaris, qu'on a largement évoqué
dans ce cours, hein, donc, sur le site de Tel El Daba, donc, qui était capitale des Hyksos durant la deuxième période intermédiaire. Et ce site va devenir, en tout cas le site voisin, la capitale ramesside durant la 19e dynastie. Il y avait déjà probablement sous Séti Ier une résidence royale à cet endroit, mais c'est pendant les premières années du règne de Ramsès II que s'effectue visiblement donc, le transfert de la capitale vers cet endroit. Donc sur ces plans, vous voyez un peu l'analyse topographique qui a pu être réalisée, notamment par Manfred Bittak, Irene Förster-Müller, et puis on verra aussi les travaux importants d'Edgar Pusch, donc toutes ces fouilles qui ont permis, dans un contexte difficile, hein, souvent en utilisant des outils magnétométriques, de repérer les vestiges de ces installations au milieu des habitations modernes et des champs. Donc on a Pi-Ramsès qui va se trouver juste au-dessus du site de Tel El Daba à Varis, donc dans une position qui est particulièrement stratégique vers le Proche-Orient. Alors différentes structures ont été identifiées, donc parfois avec un certain degré d'incertitude, hein, sur le site, palais, temple, port, et puis une zone aussi d'écurie très importante, avec des possibilités d'accueillir plusieurs centaines de chevaux, donc, qui étaient, ici on a tout un quartier qui est probablement lié au séjour de l'armée dans ce secteur. Alors tout récemment, dans un article publié dans le JEA, Henning Franz Mayer, donc, qui est maintenant responsable de la mission de Pi-Ramsès, a rappelé que les motivations de cette nouvelle fondation, de ce transfert de la capitale à Pi-Ramsès, donc à la 19e dynastie, pouvaient être multiples. On a des motivations idéologiques, la volonté de déploiement d'un pouvoir nouveau associé à une ville qui porte le nom du pharaon, un lien privilégié avec le dieu Seth, hein, qui est particulièrement à l'honneur dans ce secteur, hein, qui avait depuis l'époque Hyksos aussi d'importants temples dans le secteur, et puis probablement aussi un lieu de développement du culte du roi divinisé qui est particulièrement présent à cet endroit. On a probablement aussi des raisons personnelles qui interviennent, puisqu'on avait une connexion directe entre cette région et la famille ramesside à cet endroit. Donc on retrouve ici l'idée de dynastie liée à une région particulière de l'Égypte qui prévaut souvent dans l'histoire égyptienne. Et puis des raisons aussi que Franz Mayer qualifie de pragmatiques. Hein, évidemment, Pi-Ramsès se trouvait dans une position stratégique pour tenir les positions égyptiennes au Proche-Orient et y intervenir rapidement le cas échéant. Hein. Alors on peut ajouter d'ailleurs que en dehors même des interventions militaires, pour la réception des ambassades diplomatiques, le fait de se situer à Pi-Ramsès raccourcissait le trajet à parcourir pour les messagers et les ambassadeurs. Hein. Donc, on était quand même à 3 jours de Memphis, donc ça augmentait d'autant la rapidité aussi d'intervention diplomatique de partir de Pi-Ramsès. Et puis, il y a certainement aussi, dans la création de cette ville, la volonté de créer un nouveau centre de pouvoir avec des hommes fidèles, indépendamment des centres traditionnels, Memphis ou Thèbes. On retrouve finalement aussi ce qui était sous-jacent dans la création de la capitale amarienne Arétaton, la volonté de se libérer du carcan de réseaux déjà implantés
dans des villes traditionnelles de pouvoir égyptien. Alors, quels sont les indices tangibles ensuite de la présence d'une activité diplomatique à Pi-Ramsès? Donc, qu'est-ce qui nous montre que cette activité diplomatique s'est déplacée dans cet endroit? Bon, alors, il faut d'abord signaler que les textes ramessides nous montrent clairement que Pi-Ramsès est l'endroit où on reçoit les délégations étrangères qui arrivent soit du Proche-Orient, soit du monde hittite. Donc, alors on peut citer des exemples très connus, par exemple les stèles qui évoquent le premier mariage hittite en l'an 34 de Ramsès II. Eh bien, le convoi qui arrive avec la future épouse de Ramsès II eh bien, se rend à Pi-Ramsès, et c'est là qu'on célèbre l'arrivée de cette fille du grand souverain de Hatti, qui va devenir donc l'épouse de Ramsès II. Avant cela, c'est dans la capitale du delta, donc Pi-Ramsès aussi, qu'est élaboré et conclu le traité égypto-hittite de l'an 21, la version égyptienne donc, de ce traité égypto-hittite, dont une copie hiéroglyphique est gravée donc, sur le mur extérieur ouest de la cachette de Karnak. On en a une autre aussi au Ramesséum, mais qui est beaucoup plus fragmentaire. Eh bien, cette version égyptienne mentionne clairement que l'action se situe à Pi-Ramsès, où le roi reçoit donc la version définitive du traité sur une tablette qui est envoyée depuis la capitale hittite et acheminée par des messagers donc, des deux parties. En 21, en ce jour-là, maintenant, Sa Majesté était dans la ville de Pi-Ramsès, faisant ce qui plaisait à son père Amon-Ré, Horarti Atoum, seigneur des deux terres, l'Héliopolitain, etc. Et puis, on cite les messagers qui apportent la tablette, et puis ensuite, on va avoir l'énoncé du traité lui-même, copie de la tablette d'argent que le grand souverain de Hatti, Hattusili III, avait envoyée au pharaon, etc. Et puis ensuite, le contenu du traité qui commence par net-a, donc le mot qui désigne le traité dans le vocabulaire égyptien. Et c'est là ce texte ensuite qui est connu aussi par des parallèles dans le monde hittite. Mais vous voyez que l'introduction égyptienne insiste donc sur la réception à Pi-Ramsès de l'ensemble de la délégation, et donc de la conclusion du traité se fait dans ce site. Alors les messagers qui sont évoqués dans le traité égypto-hittite, on en retrouve certains dans la correspondance entre Ramsès II et Hattusili III qu'on avait évoqué déjà précédemment, et on avait donc parlé de Tili-Teshup, de Ramosé, et puis d'un certain Pirir-Nawa qui a pu être identifié à Memphis par sa tombe découverte par Alain Zivy, donc dans le Bubasteion. Ce messager, donc Pirir-Nawa, apporte aussi le nom de Netcher-Wimes, et donc portait des titres en relation avec ses activités diplomatiques sous Ramsès II. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a retrouvé à Pi-Ramsès un montant de porte au nom précisément de ce Netcher-Wimes, directeur du trésor du maître des deux terres, Netcher-Wimes. Donc c'est un fragment qui a été publié par Franz Meyer dans les mélanges Snape en 2024. Un montant de porte retrouvé près du site de Cantyre, dans un canal, sans contexte archéologique précis, mais qui très probablement a identifié au Netcher-Wimes
de la tombe du Boubresteion. On retrouve ce titre du directeur du Trésor dans la tombe, parmi les titres mis à l'honneur par ce personnage dans ses inscriptions. Donc Netcheruimes, Pirirnawa, messager, maître d'œuvre du traité égypto-hittite, avait très probablement un bureau, puisque ce type de fragment appartient à un montant de porte, un encadrement de porte. On en avait vu des exemples avec Ney la semaine dernière, qui définissait donc l'entrée prestigieuse probablement d'un bâtiment officiel ou d'une résidence pour ce haut personnage à Pi-Ramsès. Donc on a un indice assez clair ici de l'installation de ce messager de Ramsès II, chef des affaires diplomatiques à Pi-Ramsès, même si ensuite il s'est fait enterrer à Saqqara. Alors on connaît d'autres exemples attestant l'existence de diplomates à Pi-Ramsès, notamment un certain Amenemipet, connu par un montant de porte également, qu'a publié Edgar Pusch dans les Mélanges Gundlar en 1996. Alors le fragment est très petit, mais on lit quand même le titre de ce Amenemipet qui est envoyé royal vers toute contrée étrangère, donc Uputi Nessou, donc ce titre très important dans l'administration égyptienne d'envoyés, de diplomates, dont Michel Valogia avait étudié le corpus. On y reviendra avec les ambassades la semaine prochaine. Ici, donc, on a clairement donc quelqu'un qui a pour titre principal celui d'ambassadeur vers l'étranger, qui est installé aussi à Pi-Ramsès. Alors là encore, c'est un fragment qui vient de Cantyre, mais sans contexte très précis. Et puis on peut citer aussi l'existence d'éléments de porte d'un personnage nommé Ipua Bal, grand dignitaire, porte le titre de Our, de Sidon, Djendana, donc Sidon, donc une métropole commerciale cananéenne. Et on a 3 éléments d'encadrement de porte de ce personnage, donc, qui possédait une villa d'une taille non négligeable dans la ville de Pi-Ramsès à l'époque de Ramsès II. Donc là, c'est très probablement le représentant d'un royaume vassal installé à demeure à Pi-Ramsès, et Pusch, donc l'éditeur de ces fragments dans les mélanges Görg, se demande si ici le titre Our ne correspond pas à un titre de représentant commercial qui jouait certainement le rôle de relais dans les relations diplomatiques et commerciales entre l'Égypte et Sidon. Donc on le voit, l'ensemble de ces attestations de hauts personnages en lien avec le domaine diplomatique témoignent de la place centrale que jouait Pi-Ramsès sous les Ramessides dans la gestion des relations de la cour égyptienne avec les puissances étrangères. Un élément décisif pour la localisation d'une chancellerie diplomatique à Pi-Ramsès a été la découverte en 2003, lors des fouilles menées par l'équipe autrichienne, d'une tablette cunéiforme. Alors c'est un événement exceptionnel, que c'est la première tablette découverte en Égypte, qui plus est dans des conditions stratigraphiques contrôlées, depuis la découverte des tablettes d'Amarna, donc, dont la majeure partie avait été trouvée en 1887. Alors malheureusement, le contexte archéologique n'est pas très probant et pas vraiment interprétable en relation avec la fonction de l'objet. Le texte est très fragmentaire, mais on perçoit quand même qu'il s'agit d'une correspondance de type diplomatique, mentionnant certainement Ramsès, découverte
certes modeste, mais fondamentale, car elle laisse envisager la découverte d'autres tablettes qui permettraient donc de connaître l'activité diplomatique sous Ramsès II, mais aussi ultérieurement à la XXe dynastie. Je m'arrête ici, on verra la semaine prochaine, pour terminer cette partie sur Pi-Ramsès, qu'on connaît aussi des représentations de la chancellerie elle-même de Pi-Ramsès à travers les représentations d'une tombe thébaine. Je vous remercie.